J'avais quasiment 40 ans, comme un espèce de réveil. J'étais censée être heureuse et en fait dans le quotidien c'était pas le cas. Ah là j'étais dans ma belle petite cage dorée, clairement. C'est clair, hein. De commencer le lundi matin la boule au ventre, d'attendre de vivre le week-end. Parce que pour moi le human design finalement c'est le langage du corps. Parce que le succès ne peut pas être standardisé, il est forcément sur mesure. Et la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Donc posez-vous des questions. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre avec mon invité qui vient de Montpellier pour nous parler de sa spécialité, de son expertise et de l'accompagnement au travers du Human Design, formatrice notamment en Human Design, coach. Elle s'appelle Vanessa Gelos. Elle est installée sur les canapés. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci de nous apporter un peu de rayon de soleil, ça fait du bien. Le Human Design, on va parler de cette pratique. Alors, j'ai regardé un peu on a déjà fait des émissions sur cette thématique, bien sûr. Mais certains annoncent que c'est une science de la différenciation. C'est une science ? Alors, pas au sens académique, mais néanmoins, comme beaucoup de choses dans notre vie, que ce soit les facteurs familiaux, l'éducation ou même la psychologie, sans que ça soit une science exacte au sens académique, on se rend compte que ça va avoir un impact sur notre vie, nos décisions. C'est en ça que le Human Design est un outil que je trouve absolument pertinent pour comprendre ce qui se joue en nous et nous aider dans les décisions du quotidien. Ouais, un système de connaissance de soi. Exactement. Voilà. Et où il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de croyance. Surtout pas. Il n'y a pas tout ça. Le but est justement de sortir de tout dogme ou injonction et d'aller revenir à ce qui est déjà présent en nous. Bon, revenons à la genèse et puis on parlera bien sûr de votre parcours de vie, de l'histoire du Human Design. Qui est à l'origine du Human Design ? Alors, en l'occurrence, c'est un Canadien qui s'appelait, de mémoire, Alan Krakauer. Exactement. Alan Robert. Robert, le deuxième prénom. Krakauer. Exactement. Qui a mis en place le système à la fin des années 80, 1987, et qui a passé après tout le reste de sa vie à le développer, à le transmettre et à le rendre applicable au quotidien, encore une fois, pour aider le maximum de personnes à comprendre ce qui se jouait en eux. Parfois, certaines personnes, quand elles parlent de Human Design, confondent avec l'énéagramme. Complètement. En fait, la grande différence, c'est que l'énéagramme, comme on peut avoir aussi d'autres outils de management, comme le MBTI ou encore le DISC, qui donne des couleurs jaune, bleu, rouge, vert, ce sont des tests. Donc celui qui répond, on pourrait dire, c'est notre mental, avec ce qu'il se croit capable de faire, avec quelle est la bonne réponse, comment je passe pour la gentille. La beauté, moi je trouve, du Human Design, c'est qu'il n'y a pas d'intervention de notre mental, il n'y a pas de test, c'est basé sur nos données de naissance. Donc, il y a une connotation avec l'astrologie. Qui fait partie du background et qui fait partie du melting pot de sagesse et ou science qui forme aujourd'hui l'outil. Alors, c'est un outil qui n'est pas facile à comprendre. Non, si on n'y est pas formé, clairement on panne rien. Non, c'est clairement. Et j'ai vu alors je ne sais pas si on appelle ça des diagrammes ou des... On appelle ça un bodygraph, une carte. Bodygraph, une carte, voilà, exactement. C'est très complexe. Oui. Quand on le voit comme ça de prime abord, on se dit... on voit des wow. triangles et des carrés, des numéros partout, on se demande si c'est le dernier ticket du bingo ou on sait pas quoi. C'est terrible. C'est exactement. Très, on très ne panne compliqué. à rien. Ouais, exactement. Combien de temps faut-il pour commencer pas à jouer, mais à maîtriser les grands aspects, on va dire, du Human Design? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de où on se forme et quelle est l'implication qu'on y met. Quand on vient chez vous. Ah, mais bien évidemment, donc très vite, forcément. Mais en général, pour vraiment commencer à faire les premières analyses et avoir des éléments sur les fondamentaux qui vont déjà changer la perception des gens, faut quasiment, j'ai presque envie de dire, 2-3 mois, grand max. Parce qu'il y a énormément de choses dans l'Human Design, c'est très dense. Même au bout de plusieurs années, je comprends encore des choses, je vais dans un niveau de finesse encore plus grand. Donc, les premiers fondamentaux qui changent déjà des vies, on peut déjà comprendre beaucoup de choses au bout de quelques semaines. Alors, vous avez peut-être déjà vu passer effectivement les informations sur le Human Design. On parle des manifesteurs, des générateurs manifesteurs. Oui. On parle également des projecteurs, des réflecteurs. Oui. Ça, c'est les grandes familles, c'est les 5 types. Exactement. Du Human Design. Exactement. Le Human Design va nous expliquer, en fait, par rapport à ces différents types, c'est le postulat principal qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, alors qu'on est dans une société qui essaye de standardiser absolument tout ce qu'on vit. Et le but, c'est de revenir à chacun a un fonctionnement qui lui est propre, et on ne peut plus appliquer des solutions universelles pour tout le monde. Alors ça, quand on part de ce postulat-là, ça change une société. C'est le but, en fait, de revenir à plus d'individualisme, à plus d'individuation, comme l'appelait Jung, dans le sens où revenir à soi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux amener dans ce monde, et surtout où est ma zone de génie, où est-ce que je vais vraiment pleinement
utiliser mon potentiel. Est-ce que lorsque vous discutez avec quelqu'un ou lorsque voilà, vous êtes dans un dîner ou un déjeuner, vous arrivez à dresser le bodygraph de quelqu'un sans plonger dans sa date de naissance et en ayant tous les paramètres nécessaires pour faire le bodygraph? Parfois oui, parfois non. Ok. Puisque le Human Design va nous expliquer notre fonctionnement de naissance. Comme un petit peu en sortie d'usine. Sauf qu'il y a une petite chose qui se passe... Sortie d'usine. Il y a une petite chose qui se passe entre notre naissance et aujourd'hui, ça s'appelle la vie. Donc en fonction de ce qu'on a vécu, comment on a été éduqué, comment, je sais pas, Kevin nous a brisé le cœur en 4e ou quoi que ce soit, on s'est adapté. Donc des fois, quand la personne est plus ou moins alignée, je vais arriver à le sentir, je dis, ouh, là, j'imagine bien un petit générateur. Et puis parfois, je tombe complètement à côté parce que la personne est totalement désalignée, elle s'est tellement adaptée à son quotidien, à ce qu'on attend d'elle, que j'arrive pas, on peut pas le reconnaître. Donc les outils dont vous avez besoin pour dresser le bodygraph, c'est la date de naissance, L'heure de naissance, et le lieu de naissance. Ok. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à se plonger dans, j'allais dire, la personnalité qui émerge. On va chercher une personnalité ou pas, un trait de caractère? Pas forcément. C'est plutôt, moi je le vois vraiment comme un fonctionnement et surtout un outil décisionnel. Et c'est ça qui est game changer. C'est-à-dire que au-delà de se connaître, c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on réagit de telle manière, qu'on s'engueule pertinemment avec les mêmes personnes ou qu'on va retomber dans les mêmes schémas récurrents. Le but, c'est d'aller voir un petit peu comment on est câblé pour, encore une fois, principalement gérer son énergie au mieux, prendre les décisions les plus justes et avoir les meilleures opportunités. Mais quand on a date de naissance, lieu de naissance, qu'est-ce que vous avez dit encore? L'heure. L'heure de naissance, la numérologie le fait. Complètement. L'astrologie le fait. Tout à fait. Et quelle différence alors? Je trouve qu'avec le Human Design, on va véritablement avoir un mode de fonctionnement selon l'environnement qui nous entoure. Le but, c'est qu'on se comprenne tellement bien, qu'on soit en mesure d'aller modeler l'environnement autour de nous, que ce soit notre environnement familial, professionnel, personnel, pour, encore une fois, aller, j'ai envie de dire, vivre quelque chose qui nous ressemble vraiment, plutôt que nous essayer d'aller rentrer dans le jean de quelqu'un d'autre. Et subir. Exactement. Subir sa vie, pour le coup. Tout à fait. Donc ça veut dire que des gens qui arrivent à qui vous dressez leur bodygraph, comme ça que vous dites, la charte personnelle. Exactement. Il y a des révélations, alors, pour le coup. Oui, énormément. Pas dans le sens où les gens viendraient découvrir quelque chose de totalement inconnu. On a vécu notre vie, on va pas se réveiller un matin en mode « Oh, c'est pas vrai !» Non, mais en revanche, ça va venir utiliser un vocabulaire, mettre des mots sur ce qui pouvait être des ressentis, ce qui pouvait être des doutes, ce qui pouvait être, encore une fois, parfois remis en cause par l'entourage ou le monde professionnel, et se dire « Ah purée, mais en fait, ce que je ressentais était légitime, c'était juste, et je fonctionne comme ça, et surtout, je m'autorise à l'appliquer dans mon quotidien, à prévenir mon entourage, à essayer de modeler ma vie professionnelle. » Ouais, et la légitimité, évidemment, vous avez dû vous poser cette question. Vous avez eu ce questionnement dans votre vie. On va voir aussi quelles sont les grandes étapes de votre vie qui ont fait que... Parce que vous aviez quand même une voie royale toute tracée. Hein. Ah là, j'étais dans ma belle petite cage dorée, clairement. C'est clair, hein. Oui. Notaire, hein, c'est ça? C'est ça, notaire associé. Notaire associé, donc voilà, tout y est. J'avais, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse et je salue mon ami Nicolas, qui est un ancien ex-notaire, qui se voyait mourir dans cette profession. Complètement. Et s'éteindre. Oui, complètement. Ouais. S'éteindre et il disait, il trouvait à quel point ce métier était tellement difficile, tellement décrié, tellement aussi... parce qu'il y a eu une période où on considérait que les avocats, les notaires faisaient partie, notamment dans les petits villages ou les petites villes, ça faisait partie c'était un peu les notables du village. C'était les notables du village. Ah, mais encore aujourd'hui, c'est des professions qui sont ultra valorisées socialement, à croire que c'est un Graal à atteindre. C'est vrai. Statut social, salaire, position, et puis on vous sert du maître à tire-larigot. Donc forcément... Il y en a 2-3 d'ailleurs dont l'ego s'envole avec ça. Mais c'est des professions où je trouve on est extrêmement mal préparé en tant qu'être humain. On a les connaissances juridiques, mais franchement, en termes de gestion d'entreprise, entrepreneuriat, management du personnel, il n'y a rien. Et on démarre souvent dans ces professions, en tout cas moi c'était mon cas, par passion, pour vraiment aider les gens, comprendre, aller dans la technicité. Il y a de l'humain. Mais c'est quasiment que de l'humain en fait. Sauf que on se laisse bouffer par le système, par encore une fois les attentes, les injonctions. Et même nous, et on n'est pas préparé, toute profession. C'est comme ça que j'accompagne aujourd'hui mes clients. Avant de se lancer dans n'importe quel projet, il faudrait comprendre comment on est câblé, qu'est-ce qu'on va mettre sur la table pour s'épanouir, s'éclater et aussi parfois tenir le coup. Bon, alors on verra évidemment comment vous switchez, qu'est-ce qui a fait que. Il y a plein d'étapes, bien sûr, dans votre vie qui vous ont modelé au point de prendre une autre orientation professionnelle. Légère. Et d'être...
évidemment celle que vous êtes aujourd'hui. Et si certaines réponses à vos questions existaient déjà, mais que vous ne les perceviez pas encore? La voyance fonctionne souvent de manière surprenante. Parfois, une information apparaît bien avant que la situation se produise réellement. Et lorsque, justement, des événements arrivent, quelques mois plus tard, un peu plus tard, beaucoup de personnes me disent « Maintenant, je comprends mieux, Stéphane, ce que vous vouliez dire. » Ces moments rappellent que notre vie, justement, avance par étapes et que certaines périodes sont là pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Et la voyance, justement, peut alors devenir un outil pour mieux comprendre ces passages de vie, comme une projection, comme une guidance quelque part. Et justement, si vous souhaitiez découvrir cette expérience de voyance en direct, je vous donne rendez-vous bientôt. Vous pouvez trouver toutes les informations et le lien de réservation juste ici. Vous avez eu cet effet dont vous parlez tout à l'heure de légitimité, ou tout du moins d'effet mais pourquoi ma vie est comme ci, pourquoi ma vie est comme ça, et pourquoi est-ce que je ne me sens plus en phase, et vous avez eu ce cap-là? Très très tard. Très très tard. Alors, mieux vaut tard que jamais, j'avais quasiment 40 ans, comme un espèce de réveil, lorsque je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait vendu sur le papier, d'avoir fait de longues études, d'avoir la super profession, d'avoir la maison, le SUV, j'étais censée être heureuse, et en fait, dans le quotidien, c'était pas le cas. Comment on peut... Pourquoi ça n'allait pas en fait? Comment on peut ne pas être heureux? Non, mais après, c'est les grandes théories, philosophies, et pourquoi on peut avoir des biens matériels mais être profondément malheureuse, on peut ne pas avoir grand-chose et être profondément heureux et souriant dans la vie. Bon, voilà, ça c'est des grandes théories philosophiques, mais qu'est-ce qui ne collait pas chez vous? Pour moi, c'était une question d'alignement. En fait, je m'étais rendu compte à ce moment-là, et comme peut-être beaucoup de personnes qui vont m'entendre le dire, que j'avais suivi une voie qui finalement avait été décidée par d'autres. On se fait aiguiller, on nous conseille, et en fait, je m'étais jamais posé de questions sur ce que je voulais vraiment. Et on se retrouve un beau matin à se dire, en fait, je suis partie pour 20 ans, là, comme ça. J'ai 40 ans, comment ça se passe? C'est pas ouf, en fait, je suis pas OK. Et je pense que ce qui fait qu'on n'est pas heureux parfois, c'est vraiment une question d'alignement. Est-ce que ce qui se passe autour de moi est en corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que je sais pourquoi je suis là? Je l'ai eu un moment. J'ai adoré ma profession de notaire. J'ai adoré m'asseoir autour d'une table et demander à mes clients comment je peux vous aider aujourd'hui. Puis il y a plein de choses qui ont fait qu'à un moment, je me suis plus du tout rencontrée aussi dans l'évolution de ce métier-là et mon évolution personnelle. Famille aimante. Normal. Première étape évidemment importante et bouleversante, c'est la disparition de votre papa. Ouais. Qui part à tôt. Hein, oui, 52 ans. À 52 ans. Votre maman qui a mis aussi toutes ses aspirations personnelles de côté. Pour m'élever, ouais. Pour vous élever. Ouais. Donc il y a une sorte de sacrifice, quelque part. Comme beaucoup de mamans au foyer. Bien sûr, bien sûr. Clairement. Bien sûr. Ouais, c'est à partir de ce moment-là que vous commencez les premières questions existentielles? Pas du tout. Non, bien avant même. C'était vraiment... En fait, encore une fois, la voie toute tracée, une famille très aimante, très classique, classe moyenne, et surtout des parents qui m'avaient toujours dit « fais des études pour que tu aies le choix, pour que tu puisses vraiment décider de ce que tu veux ». Et en fait, c'est un leurre. On se retrouve dans une espèce de rat race du quotidien. C'est la course, on enchaîne, on réfléchit pas. Les années d'études passent, première année, deuxième année, licence, maîtrise, quand ça existe encore, etc. Et c'est vraiment après coup, une fois adulte, une fois installée, une fois notaire, que j'ai un peu pris le temps de regarder ce que j'avais construit. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas OK. Ça ne me convenait pas, pour le coup. Et c'est vrai que j'ai gardé cette image familiale aussi, de me poser beaucoup de questions. Mon père qui décède à 52 ans au sommet de sa carrière, qui n'a pas eu le temps d'en profiter. Ma maman qui n'a pas pu développer la sienne parce qu'on déménageait beaucoup. Donc elle a fait le choix hyper courageux de s'occuper de moi au quotidien, bien que j'étais une enfant absolument modèle. Mais en tout cas, elle s'est occupée de moi. Et du coup, j'avais vraiment un peu, pas cette ingratitude, mais ce petit sentiment de me dire, est-ce que j'ai quand même le droit de me plaindre? Sur le papier, tout va bien. Serre les dents, continue. Enfin, il y en a plein qui voudraient être à ta place. Jusqu'au moment où c'était plus possible. Et ça se traduisait par quoi? C'était vraiment un mal-être toute la semaine. La sensation de passer ma semaine en apnée. De commencer le lundi matin, la boule au ventre, d'attendre de vivre le week-end pour finalement passer mon week-end à dormir parce que j'essayais de récupérer. D'être, je dis souvent en rigolant, je suis une traumatisée du générique d'une certaine émission grand public du dimanche soir.
Je ne sais pas si je peux la nommer. Attends, si, on Si. peut, c'était quoi? Genre le générique de 7 à 8. Moi, c'était le traumatisme, déjà qui n'est pas à Jojo, mais de l'entendre le dimanche soir, ça voulait dire j'y retourne lundi Demain. matin. Ah ouais. Le week-end est fini, on Ah recommence. bon. Ça se trouve, l'émission est très bien, mais je n'ai jamais pu la regarder. Mais il y a des émissions comme ça. Mais il y a cette espèce d'ancrage émotionnel. Non, mais bien sûr, bien C'est sûr. c'est le dimanche, c'est la fin, on y retourne. Mm. Et là, je me suis dit, c'est pas normal en fait. Ma vie ne peut pas se résumer à ça. À attendre mes semaines de vacances, à attendre le week-end. Enfin, je pouvais pas concevoir qu'on puisse vivre une vie sur 5 semaines par an. La différence qu'il y a entre vous et les autres, et qui nous regardent et qui doivent se dire oh, ça me parle tellement, et je sais qu'il va y avoir des commentaires. Les comme ça traumatisés sous de la 7 à 8, on va faire un clan. Peut-être pas les 7 à 8, mais en tout cas, ceux qui, effectivement, se disent le dimanche soir. Le dimanche soir n'a jamais été un jour extraordinaire. On a souvent un petit coup de blues ou un petit coup de mou. Voilà, c'est souvent comme ça. Mais la différence avec les autres chez vous, qu'est-ce qui fait que vous avez cette force de caractère? Parce que beaucoup de gens se rendent compte de la situation. Bien sûr. Ne supportent plus cette situation-là. Complètement. Mais quand vous êtes dans ce confort matériel, quand vous avez cette voie toute tracée, se dire que le changement est nécessaire, c'est pas une prise de décision facile pour le Non. coup. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi et d'autres stagnent et restent et s'enfoncent petit à petit? Je suis pas certaine que ça soit une question de réussite. Moi, je le vois vraiment comme une question de décision. En fait, j'ai vraiment, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux avoir le regret, arrivé à un grand âge, de me dire oh, si seulement j'avais pu. Et en fait, moi, j'avais la particularité aussi dans mon quotidien de notaire de recevoir des personnes de tous âges et parfois des personnes âgées qui venaient préparer leur succession, qui voulaient donner à leurs enfants ou petits-enfants. Et ces discussions, je les avais autour de la table. Et qui vous disaient Et si qui me j'avais disaient, su. ah voilà, j'ai pas voulu en profiter, maintenant je veux le transmettre à mon fils, et si seulement. Et j'étais confrontée à ça, alors pas tous les jours, mais quand même très souvent. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de raconter ça en fait. J'ai pas envie de raconter ça. Et très honnêtement, j'ai rarement croisé des personnes âgées quand j'étais encore installée qui m'ont dit oh, j'ai vécu une vie extraordinaire, j'ai tout testé, non. Et vraiment, ça m'a renvoyé cette image de ok, est-ce que moi aussi, je veux attendre pour vivre quelque chose une fois à la retraite, faire des voyages ou quoi que ce soit, alors que ça sera le moment où ma santé sera peut-être pas au top, ou alors finir malheureusement quand j'allais faire signer des procurations dans des EHPAD ou des maisons de retraite. Waouh, émotionnellement, c'était quelque chose de voir ces personnes juste attendre. Et je ne veux pas ça pour moi. Exactement. 2019, autre étape. 2019, ouais, grosse étape. Séparation Exactement, de votre mari. ouais. Ça fait partie du démarrage du processus de transformation? Pour moi, complètement. C'était vraiment un choix de quitter un mariage où il n'y avait plus d'amour. C'était devenu de la colocation. On se faisait plus de mal qu'autre chose. Et en fait, c'était la première fois que je prenais une décision, pour moi, aussi vertigineuse. Et je pense que ça a vraiment été le premier domino. Mais vous vous rendez compte, parce qu'en fait, vous vous dites que non seulement professionnellement, ça ne vous convient plus, sentimentalement, ça vous me prenez convient. ça va plus non plus. La meuf a tout faux. Vous vous dites, waouh. Donc, séparation. Ouais. On arrive en plein contexte de Covid. En plus. Hein, donc, il vaut mieux se Pas séparer évident. pendant le Covid, parce que sinon, rester les uns à côté des Là, autres, pour le timing, quand on s'entend pas, c'est compliqué. c'est ça. Voilà. À quel moment arrive le design humain? C'est vraiment dans cette période où je me suis donc séparée de celui qui sera mon ex-mari. J'ai vécu pendant plusieurs mois dans des Airbnb parce que moi j'étais encore installée et les petits villages, on en a parlé, le notable, tout se sait, tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc voilà, je voulais que ça reste discret et c'était vraiment une phase où perte de repères, j'étais déjà plus chez moi, enfin c'était quand même quelque chose. Et pour moi, c'était un petit moment où parfois on cherche, je ne sais pas, un astrologue, un cartomancien, une voyante, n'importe qui va pouvoir me dire qu'est-ce que je vais devenir. Se raccrocher. S'il vous plaît, que C'est ça. quelqu'un m'aide. C'est ça. À l'époque, je ne connaissais pas du tout le coaching en développement personnel. Pour moi, un coach, c'était un coach sportif. J'ai envie de dire, c'était pas le sujet du moment. Donc, c'est à ce moment-là, le hasard de l'algorithme, des réseaux sociaux, que je tombe sur cet outil. Et je dis, tiens, je vais faire une lecture, je vais me découvrir. On peut lire son human design, en tout cas se le faire analyser, un peu comme on ferait un thème astral. Donc je me dis, allons à la découverte de qu'est-ce qui va se passer pour moi, quelle sauce je vais être mangée. Et je le découvre à ce moment-là. Quand vous dites ça,
C'est prédictif, du coup? Alors, moi, au début, je le pensais absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je l'ai vraiment compris en le vivant. C'est plutôt avoir la compréhension des forces en présence. Et en fait, ce qui s'était passé et ce qui m'a attirée, c'est qu'à ce moment-là, je quitte mon mariage. Je sens que le boulot, c'est pas non plus... voilà. Sauf que j'ai fait 8 ans de droit. Ça fait 17 ans que je suis dans cette carrière. Je suis associée de mon propre office avec 18 salariés. Je me dis, mais je sais faire que ça. J'avais l'impression de ne rien pouvoir faire d'autre, d'être bonne à rien d'autre. Et du coup, ça m'a permis d'aller reconnecter avec les forces en présence, de prendre de la hauteur et de me dire, en fait, tout ne se résume pas à une compétence matérielle à faire du droit. Qu'est-ce que le thème, enfin le bodygraph de ce première approche, la première approche que vous avez avec le Human Design dit de vous? Cette première approche, je ne vais pas dire la personne qui me l'a fait puisqu'elle exerce encore, c'était une cata absolue. J'ai détesté. Ah bon? Oui. Mince. J'ai détesté parce qu'en fait, ça m'expliquait mon fonctionnement d'un point de vue un peu Wikipédia, en me disant que j'étais celle qui avait le plus d'énergie, je suis le soleil de la vie. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis toute grise avec des cernes jusque-là, au bout du Rolls. Au fond du Et au fond du seau, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle parle de qui? Où est la dame? C'est pas moi, je ne comprends pas. Donc, un peu catastrophique, très honnêtement. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui a accroché, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me reconnecter déjà, à la certitude que je suis pas juste en train de me faire une petite crise de la quarantaine. C'est qu'il y a vraiment un truc qui est désaligné. Parce que pour moi, le Human Design, finalement, c'est le langage du corps. De revenir dans la compréhension que ces marqueurs, ces signaux, les petites boules au ventre du dimanche soir, tout le monde les banalise. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends que ça n'est pas normal. On peut kiffer le dimanche soir parce qu'on est grave trop content d'y retourner lundi matin. Donc, ça a d'abord été la compréhension que ce que je vivais était légitime, on y revient, que c'était aussi un signal à écouter. Et là, ça m'a permis d'aller creuser par moi-même. Mais ça veut dire que dans votre charte personnelle, il y avait un truc qui clignotait et qui disait « vous êtes ci, vous êtes ça, il se passe ça en ce moment ». Exactement. Comme je dis, c'est le langage du corps. En l'occurrence, on a parlé des 5 types énergétiques. Ils ont chacun une espèce de petite boussole interne. Alors, on les redit. Il y a évidemment le manifesteur, le générateur-manifesteur, le projecteur et le réflecteur. Ouais. Ils ont chacun une boussole interne, un nord et un sud. 2 émotions qui nous permettent de savoir si on est au bon endroit ou si on est complètement à côté de nos pompes. Et en l'occurrence, moi, je suis générateur. Et le générateur, son émotion un peu signature, c'est la satisfaction, la joie. A contrario, l'émotion très précise qui montre qu'il est complètement à côté de ses pompes, c'est la frustration. Donc alors, ça, c'est ce qui ressort de la première analyse. Complètement. Alors, en fait. Dans tout ce qu'elle me décrit, je vois que de la frustration. Que de la frustration. Clairement. Alors, on en a de la frustration, bien sûr. On ne vit pas un perfect tous les jours. Mais quand c'est plus de 50% de notre journée, plus de 50% de la semaine, plus de 50% du mois, de l'année de notre vie, là, c'est pas normal. On peut être dans le orange, mais quand c'est tout le temps, là, ça n'est pas normal du tout. Donc, première indication, si vous voyez du orange sur votre charte personnelle, c'est frustration? Alors, en l'occurrence, c'est pas lié à la couleur, mais c'est exact. Okay. Quand on est dans cette émotion qu'on appelle le thème du non-soi, le not self en anglais, c'est vraiment red flag. C'est que là, on est en train de faire quelque chose qui nous gonfle, qui n'est pas fait pour nous, qui n'est pas aligné. On a dit oui alors qu'on aurait rêvé de dire non. Et là, c'est pas OK. Mais par rapport à... Si les outils sont date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, quel rapport avec le fait que vous soyez, par exemple, à 50% de frustration? Le Human Design va indiquer dans le bodygraph un petit peu, comment je vais dire ça, ce qu'on a sous le capot, comment on fonctionne. Prenez une voiture. Le Human Design va vous donner le mode d'emploi du véhicule. Sortie d'usine, voilà comment ça marche. Mais il va aussi nous dire, voilà ce que veut dire ce petit bitonio quand il va commencer à clignoter. Vous voyez? Là, ça clignote, n'est pas bon signe, ça. Ou alors, il va vous expliquer aussi, vous voyez ce petit bruit là que vous entendez dans le moteur, n'est pas bon signe non plus. Donc, c'est là où l'Human Design va être extrêmement pertinent pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et en l'occurrence, effectivement, dans le schéma, on va vous expliquer que un générateur manifesteur ou un générateur, lorsqu'ils sont dans de la frustration, ça commence à sentir le sapin. Le manifestor, ça va être la colère. Le projecteur, c'est l'amertume. Et le réflecteur, c'est la déception. Alors, vous me direz, tous les êtres humains ressentent ces émotions. C'est ça la difficulté. Bien sûr. C'est qu'on est un peu tout ça en même temps. On est un peu tout ça en même temps, mais encore une fois, il y en a vraiment un qui est prédominant. Un générateur, son thème du non-soi, c'est la frustration. Eh bien, un générateur, c'est quand même rarement en colère.
Par contre, la frustration, le sentiment de ronger son frein, on peut en écrire 5 tomes. Donc, en fait, le but, c'est d'aller dans la subtilité de ces signaux corporels, d'avoir cette grille de lecture pour comprendre ce qui se passe. Exactement comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit machin ? Ah, tout va bien, ça n'est que le liquide du lave-glace. Mais parfois, c'est l'huile. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. L'énéagramme, par exemple, beaucoup de ceux qui pratiquent l'énéagramme disent « ça ne se dit pas ». Quel est notre énéagramme, quel est notre... voilà. Pour le Human Design, on peut le dire. Ah bah bien sûr. C'est pas un souci. Ah non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, c'est un outil qui est tellement intéressant pour comprendre l'autre, pour savoir s'adapter, pour comprendre quels vont être ses enjeux, quel va être son rythme personnel, sa prise de décision. Moi, je trouve que c'est formidable dans les relations. Alors, sur les 5 types d'énergie, redites-moi, pour le côté, on va dire, pas négatif, mais en tout cas, on dit... Le red flag, on va l'appeler comme ça. Le red flag, alors pour ceux qui ne sont pas au fait du red flag, c'est ce qui est rédhibitoire. Exactement, on appelle ça le non-soi. Alors, pour les manifesteurs, la colère. Générateurs, la frustration. Les générateurs manifesteurs. Frustration et colère. Eux, ils ont le orange et le rouge. Projecteurs. L'amertume. Et réflecteurs. La déception. La déception. Ok. Et à l'inverse, le positif ? Le positif, le générateur, la satisfaction. Générateur, manifesteur, satisfaction également. Les deux sont un peu cousins. Le manifesteur, c'est la paix. Lui, il veut juste qu'on lui foute la paix. Le projecteur, c'est le succès, dans le sens, mon avis est valorisé, je me sens à ma place, pas forcément le succès matériel. Et le réflecteur, c'est un espèce d'émerveillement. La douce surprise de voir que dans les relations ou dans son environnement, tout se passe bien. Alors, quand on a dit qu'il y avait une approche, effectivement, avec l'astrologie, oui. Si, par exemple, il y a des grandes familles, en fonction des types énergétiques de signes, on pourrait dire, est-ce qu'un manifesteur, c'est plus les quoi les, un scorpion non. Non, pas du tout. C'est totalement indépendant. Ah, ça n'a rien à voir. Non, strictement rien à voir. Au même titre qu'au niveau de la numéro, strictement rien à voir. Chacun de ces outils a son mode de calcul qui lui est propre. Et il n'y a pas du tout de notion de compatibilité ou de points communs à ce niveau-là. Bon. Ce sont des grilles de lecture différentes. Grilles de lecture. Alors, dans la série, faisons simple. Une fois qu'on a parlé des 5 types d'énergie, il y a évidemment les 64 portes et les 36 canaux. Exactement. Et aussi les 9 centres. Et les 9 centres, exactement. Il y a les lignes, les 12 combinaisons, les lignes de profil. C'est sans fin, et je peux vous parler des 26 planètes. Voilà, et c'est là où ça complexifie beaucoup les choses. Mais faisons simple. Ça complexifie les choses, mais encore une fois, le but, c'est pas de rentrer dans le détail de l'outil. C'est d'avoir la curiosité de voir comment je vais gérer mon énergie. Effectivement, le Human Design est un outil qui est ésotérique, donc on peut partir sur le subtil. C'est pas vraiment ma tasse de thé et c'est pas là où moi je brille. J'aime bien parler ne serait-ce que de notre énergie métabolique, notre niveau de forme. On carbure pas tous de la même manière. Il y en a, ça va être plutôt comme des Tesla. Ils vont très fort, très vite, mais pas longtemps. D'autres vont plutôt être comme des Renault Espace des familles. C'est pas le plus fifou, mais c'est très fiable et ça dure longtemps. J'ai rien contre les Renault Espace. Salut les Renault. Donc, pour faire très simple, le Human Design, au-delà de rentrer dans ce détail-là, c'est quelle un petit peu réserve d'énergie je vais avoir et comment elle va fonctionner, quel comportement adopter pour trouver les meilleures opportunités et comment fonctionne mon système de prise de décision. Si déjà on maîtrise ces 3 aspects-là, on peut changer une vie. Quand vous avez cette première approche avec le Human Design et votre premier biographe, visiblement, c'est pas très concluant. Voilà. Vous vous dites pas bullshit, je veux même pas entendre parler, ou il y a quelque chose quand même qui résonne? Il y a quand même quelque chose qui résonne, parce qu'en fait, au-delà de ce qu'on m'a expliqué pendant 1h30, j'ai quand même bien compris cette histoire de frustration et que dans l'absolu, il y avait autre chose. Mais que c'était pas l'état normal. Mais c'est incroyable qu'il faille passer par une analyse d'un support comme celui-ci pour se rendre compte de ça. C'est pour vous dire à quel point j'étais complètement à côté de la plaque dans ma vie. J'avais suivi tout ce qu'on m'avait dit, c'était censé être génial et c'était pas le cas. Donc moi, à titre personnel, à ce niveau-là, j'étais complètement, mais pas
pas du tout à l'écoute de ce qui se passait. J'étais en train de me dire, non, mais tu dois faire une dépression, ou c'est la crise de la quarantaine, ou c'est juste le post-Covid, les gens sont devenus tarés, ça va revenir. Non, là, pour le coup, c'était moi qui avais besoin de ce regard extérieur. C'était moi qui avais besoin de dire, pour la première fois, je n'avais jamais fait de thérapie, encore une fois, je le redis, je ne savais même pas que les coachs existaient. C'était ma première rencontre, quelque part, avec ce qui est aujourd'hui le développement personnel. Alors, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? À ce moment-là. À ce moment-là, eh bien, je vais aller creuser. Et surtout, ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est cette validation. OK, ce que je ressens est légitime. C'est OK, maintenant on va aller explorer comment je change ça. Le Human Design m'a expliqué finalement la version la plus optimisée de moi est comme ci. Dans ma vie aujourd'hui, c'est comme ça. Très bien, mais comment je fais pour y revenir ? Et là, c'est toute une démarche ensuite tierce avec du coaching ou de la thérapie, puisque pour moi, le Human Design est un outil presque de diagnostic, mais il n'est pas complètement transformateur en lui-même. La prise de conscience est une chose, mais parfois, selon ce qu'on vit, faut être aidé par un professionnel. Clairement. Et là, j'ai pu rencontrer un coach qui m'a aidé et qui m'a fait comprendre ce qui est en train de se jouer, qui m'a fait détricoter des croyances, qui m'a permis de poser les actions pour aller vers cette version la plus optimisée de moi. Croyances limitantes, schéma répétitif. Le full pack. Vous pouvez tous les citer, je les avais. C'était cadeau. Okay. Mais c'est vraiment pour dire que, encore une fois, quelque part, 50% du boulot était fait par la prise de conscience. Et vraiment, moi, je me suis rendu compte, je suis arrivée à 40 ans comme un bon petit soldat. Je ne m'étais jamais posé de questions sur quoi que ce soit. Ce qui est fou, c'est que si vous aviez, par un mal-être comme ça, un peu envahissant, consulté une psychologue ou une coach en dehors du Human Design, vous n'auriez peut-être pas eu ce revirement de situation. Ou peut-être que j'aurais encore une vie très épanouie sans être passée par cet outil, encore une fois. J'ai, ça m'est personnel, la conviction que rien n'arrive par hasard. Sans doute. Et si je devais passer par cet outil-là, c'est que j'avais quelque chose à vivre à travers lui, et ce qui est aujourd'hui ce que je veux transmettre également aux autres. Bon, alors du coup, vous approfondissez les choses, parce que vous vous rendez compte qu'il y a des révélations quand même au travers de cette prise de conscience, parce que c'est avant tout une prise de conscience. Est-ce qu'il y a un effet waouh sur ce que vous révèle le Human Design, sur l'être que vous êtes ? Par la suite, oui. Vraiment, le côté un peu où est la caméra ? Comment c'est possible qu'on m'explique mon fonctionnement ? Je développe la connaissance en trouvant des bouquins. Alors, il y avait à l'époque pas grand-chose en français, donc je vais surtout chercher dans les librairies plutôt anglophones. Et là, vraiment, il y a énormément de compréhension, énormément de « c'est pour ça ». J'ai même regardé le bodygraph de mon ex-mari, tout s'explique. Et donc, le Human Design conclut qu'il y avait incompatibilité ? Alors, c'est pas une notion d'incompatibilité. Encore une fois, c'est le fonctionnement de l'individu. D'accord, ok. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre ce fonctionnement, si la personne est dans son alignement ou pas. En l'occurrence, c'était pas vraiment son cas. Il était plutôt un peu comme moi, finalement, à côté de ses pompes. Okay. Et deux âmes un petit peu cabochées, ça a un peu de mal à fonctionner. Dans les 5 types d'énergie, vous êtes générateur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et lui, il était quoi ? Manifesteur. Et donc, c'est pas... Alors, ça peut parfaitement être compatible. Les 5 sont compatibles entre eux sans aucune difficulté, mais du moment qu'on comprend, en fait, l'autre. Et qu'on a juste l'espace de curiosité de dire, OK, comment toi tu fonctionnes ? Parce que moi, je fonctionne comme ci. J'aime beaucoup parler avec des images, vous l'aurez vu. Et ce que je trouve très parlant, par exemple, c'est qu'un générateur bosse un peu comme un labrador. Un manifesteur, c'est plutôt comme un loup. Alors, les deux ne sont pas incompatibles, il faut juste le savoir. Si t'es un loup, je vais pas te sauter dessus, te gratter derrière les oreilles si tu m'y as pas invité, si tu m'as pas autorisé à venir. En revanche, moi, je suis un labrador. Tu peux pas me laisser toute la journée dans le salon, sinon je vais te bouffer le canapé. Faut que je vois des gens, faut que je m'amuse. Là où le loup va être un peu plus solitaire. Donc, du moment qu'on le sait et qu'on le comprend, on arrête de se juger dans un couple. On dit, OK, t'as envie de rester tranquille, pas de souci. Moi, je vais sortir avec mes copines, je passe une très bonne soirée, je me suis éclatée, je reviens et tout va bien. D'où l'intérêt, sans doute, qu'il y ait des gens qui vous consultent. Alors, je sais pas, aujourd'hui, vous formez. Exactement. Aujourd'hui, je forme exclusivement. Ah, on peut plus vous consulter. Plus aujourd'hui. C'est dommage. Bon. Mais je forme des perles qui, elles, font des consultations. Mais alors, pour le coup, pour les personnes, les couples, le futur de ces couples, l'engagement que peuvent désirer certains couples, c'est peut-être pas mal de faire son biographe avant de s'engager, quoi. Avant de s'engager, je ne sais pas, mais en tout cas, pour comprendre l'autre, oui. Parce que c'est vraiment, encore une fois, un élément de communication. Si je sais comment tu fonctionnes et que je t'ai expliqué comment je fonctionne, on ne peut que s'entendre. De manière générale, on se rend compte que la plupart des disputes, c'est des conflits de valeurs.
On se comprend pas. Oui, mais toi, tu veux rester tout seul, mais moi, je veux qu'on sorte plus. Et du coup, ça vient se frictionner, alors que finalement, c'est juste être à l'écoute de l'autre, de quoi tu as besoin, de quoi j'ai besoin. Eh bien, le Human Design nous donne ce vocabulaire-là. Donc, c'est la compréhension, Exactement. avant tout. C'est d'avoir le mode d'emploi des gens. Mais alors, c'est quoi? C'est la compréhension de soi avant d'avoir la compréhension de l'autre? Oui. Quand on est dans le couple, j'entends. Complètement. Il faut d'abord commencer par ça. Mais quand je faisais encore des analyses de couple, c'était très très drôle de les avoir tous les deux en visio. Généralement, on va pas se leurrer, c'est madame qui avait pris le rendez-vous. C'est sûr. Et monsieur se demandait ce qu'il foutait là. C'est ça, exactement. Clairement. Allez-y, dites-moi ce que vous avez à me dire, hein, je suis curieux de C'est savoir. ça. Mais la victoire, c'était quand j'avais le petit coup de coude de « tu vois, hein, c'est pas moi qui le dis hein. ». Donc, c'est juste de créer un espace, et même sans l'human design, ne serait-ce que juste de se mettre autour d'une table en tant que couple et dire « ok, de quoi tu as envie? C'est quoi toi ton projet? De quoi tu as besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux modifier? Est-ce que tu es pleinement satisfait ?» Et inversement. Le Human Design donne juste un vocabulaire plus précis pour exprimer tout ça. Mais ça veut dire que les personnes qui, dans le couple notamment, sont obtus. Mhm. Vous avez des gens qui disent mais non, mais il y a des gens qui veulent, oui, bien sûr. ils veulent rien savoir. Ouais. Le fait de leur mettre ça sous le nez, Bah, ça changera rien. ça changera rien. On peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Donc, si la personne, elle campe absolument sur ses positions, qu'elle ne veut rien changer, bah, s'il est question de désaccord dans le couple, bah, c'est pas magique non plus. Hein. À un moment donné, il y aura des décisions à prendre. Alors, avec le nombre de thèmes, en tout cas de bodygraphes que vous avez eu l'occasion de faire, vous devez avoir des stats. Mhm. Est-ce que, même si, encore une fois, ma question n'est pas sans doute bonne, mais est-ce que vous avez des stats en disant, en règle générale, un manifesteur qui se retrouve avec un projecteur, ça risque d'être compliqué. Vous avez des Très grandes familles comme ça, non? je veux pas jouer Ça la se langue fait de pas bois, mais non. Non, ça se fait pas. Mais je vous jure, même 2 générateurs entre eux peuvent se bouffer la rate sans aucun problème. Ok. Encore une fois, je pense que ça soit dans un couple, que ça soit dans son business, que ça soit dans son métier, tout se passe bien si on commence déjà par être bien dans nos baskets. Donc, quel que soit le type, ça n'y changera rien. Et vraiment, j'aimerais bien vous en donner, mais j'en ai pas. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Tout est une question de, OK, comment tu fonctionnes? Et moi, je vais te dire comment moi, je fonctionne. Dans les éléments dont vous avez besoin, vous avez dit effectivement l'heure, le jour de naissance, date de naissance, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement ces éléments-là, Alors, généralement, la date de naissance, on arrive quand même à la retrouver. Ouais. Ça peut être parfois l'heure de naissance qui peut être compliquée, notamment pour les personnes qui ont été adoptées. Ouais. Donc, en l'occurrence, dans les logiciels professionnels, on a la possibilité de créer jusqu'à 9 cartes différentes à 9 horaires différents. Parfois, il y a un changement vraiment minime, donc on est bon. Parfois, il y a un changement qui est très important. En l'occurrence, c'est en discutant avec la personne, en lui expliquant les différentes configurations. Là, on va faire confiance à son ressenti. Est-ce que vous vous reconnaissez plus là-dedans ou plus dans celui-ci? Et là, on va y aller en tâtonnant comme ça. Vous êtes quel signe? Sagittaire, ascendant Vierge. D'accord. Alors, j'y connais pas grand-chose. Hein. Il faudrait que Johan Roche soit là pour me dire ce qu'il en est. Mais pour le coup, donc on a dit générateur, oui. Capricorne, ascendant Vierge. Sagittaire, pardon. Sagittaire, ascendant Vierge. Oui. Voilà. Et tout corrobore avec votre bodygraph. Corrobore, pas forcément. Ça vient, encore une fois, apporter un angle différent, un complément. Après, je ne suis pas formée à l'astrologie non plus, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais du peu que je sais du Sagittaire, ça colle pas mal avec l'énergie plutôt solaire du générateur. Bon. Sur les grandes... parce que les gens vont nous demander, évidemment, et moi j'aurais bien aimé savoir pour ceci, j'aurais bien aimé savoir pour cela. Les grands traits. Ouais. Allez, 3 grands traits par type d'énergie. Okay. Les manifesteurs. Les manifesteurs, c'est l'indépendance incarnée. Je fais ce que je veux quand je veux et il faut que je l'assume. Et souvent, le manifesteur, ça va être d'accepter... Comment je vais dire ça? De dire sa vérité. Ça peut être un peu rugueux, un manifesteur. Et souvent, ils craignent leur propre puissance parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls et que tout le monde les abandonne. Donc, ça va être d'apprendre à assumer cette indépendance et ce qu'ils pensent. Générateur. Le générateur, c'est l'énergie durable et constante, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il peut le faire, il doit le faire. Ça va être d'apprendre à dire non, très important pour le générateur, et surtout de suivre ce qui le met en joie, et d'arrêter de dire oui à tout et n'importe quoi. Ça, c'est... Oui, complètement. Pardon. Générateur manifesteur. C'est comme le générateur, mais 10 fois plus rapide. C'est le multipassionné par excellence, le roi des raccourcis. Et il faut qu'il accepte de travailler un petit peu sa patience. Parce qu'il va très vite, le générateur manifesteur.
Le projecteur. Le projecteur, ça c'est mon chéri. Donc forcément, c'est les meilleurs. Le projecteur, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Donc, avec beaucoup de bienveillance, il va avoir tendance à vouloir ramener sa fraise à tort et à travers. Donc, il pense à demander avant pour être invité à partager ce qu'il voit. Et ce qui est très important, c'est qu'il développe sa réputation et son expertise, quel que soit son domaine. Et là, on viendra naturellement lui demander son avis. Et ça, c'est intéressant, parce que quand ce fameux projecteur, on est sur les projecteurs, Projecteur. là, savent ça, Oui. mais du coup, ça évite qu'il la ramène à tout bout de champ. Complètement. Et je peux entendre que ça soit très frustrant parce que, je le dis souvent avec beaucoup d'humour, les projecteurs ont toujours raison sur les gens. C'est hyper agaçant. Sauf que quand on leur a rien demandé et qu'ils viennent nous dire, coucou mon chéri, qu'ils viennent nous dire, non mais tu devrais faire, chut, je t'ai rien demandé, je viendrai te le demander plus tard, laisse-moi faire ma boulette. C'est ça. Donc, juste de le comprendre, ça aussi permet d'éviter pas mal de frustration, pas mal d'amertume pour le projecteur, ce côté de « Ah, personne m'écoute, j'en ai marre, je parle dans le vide, personne ne me voit, je suis invisible ». Les réflecteurs. Les réflecteurs, ce sont les caméléons absolus. Ils peuvent être toutes les personnes que l'on ait besoin qu'ils soient, mais leurs clés, ce sont les plus rares. Moins de 2% de la population, c'est de se sentir bien dans leur environnement géographique et relationnel. Le réflecteur, c'est une orchidée. Une orchidée, c'est magnifique, on en a tous une, sauf qu'au bout d'un moment, les fleurs tombent et on se retrouve avec 2 feuilles moches et des racines. Et on n'arrive pas à le refaire refleurir. C'est pas le problème de l'orchidée. C'est le problème de l'engrais, le soleil, l'eau. Ben, le réflecteur, c'est ça. La clé chez lui, c'est son environnement géographique et relationnel. C'est ça qui le forge, Et c'est ça qui le fait fleurir. qui le fait fleurir. Alors, mais c'est fou parce que quand vous donnez comme ça les grands traits, encore une fois, hein, il faut approfondir les choses. C'est le début Évidemment, de l'iceberg. Évidemment. Et j'arrive pas du tout à savoir où je suis. Alors, pour essayer de deviner, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir énormément d'énergie, plutôt fiable et constante, ou est-ce que c'est plutôt par à-coup? Par à coup. Ok. Est-ce que vous avez plus envie d'être dans la joie ou plus envie de lancer vos projets, d'être tranquille et qu'on vous foute la paix? Projet. Ok, ça sent bien le manifestor quand même. Ça serait à confirmer. Ok. J'ai pas la date de naissance. Mais le manifestor, il a cette énergie d'impulsion, de lancer son projet, d'initier, et surtout, ce qu'il veut le plus au monde, c'est qu'on lui foute la paix. C'est qu'il veut pas être content, il veut juste faire son truc dans son coin. Mais par contre, le manifestor, il a tendance à ne pas assez informer les gens. Du coup, il rencontre de la résistance, ça l'agace un petit peu. Alors que plus il informe, j'ai pas dit demander la permission, mais plus il informe de « je vais là, je fais ci, je lance ça », et ça se passe avec un peu moins de résistance et tout va bien. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça donne envie évidemment d'approfondir et d'en savoir un peu plus sur cette approche de Human Design. Et vous avez, encore une fois, et c'est toute la difficulté, surtout quand on forme comme vous le faites, d'avoir cette dimension pédagogique. Et concrète. Il faut que ça soit concret. C'est vite fastidieux. Et puis on part vite dans la stratosphère du cosmos et compagnie. Donc, au secours. moi, je veux le ramener dans la matière. C'est pour ça que, d'ailleurs, je module, je ne forme pas que à l'outil. Je forme à l'outil pour les coachs et les thérapeutes, pour l'utiliser, pour avoir cette espèce d'IRM du fonctionnement de la personne, mais surtout pour la ramener à son fonctionnement avec des méthodes concrètes. Parce que si on explique le Human Design tel qu'il nous l'a été délivré, avec les mots d'origine, tel qu'il a été expliqué, oui, c'est la vérité de l'outil, mais on est en 2026. À un moment, faut sortir de la tour d'ivoire. Par exemple, le réflecteur, dans sa stratégie pour avoir des opportunités, la vraie version, c'est il doit attendre un cycle lunaire de 28 jours. La dernière fois que j'ai eu un réflecteur en face de moi, il s'appelle Pierre, il fait 1m90, 90 kg de muscles, le crâne rasé avec des tatouages partout. Autant vous dire que la dernière lune qu'il avait vue, c'était les fesses de sa chérie. Donc le cycle lunaire, c'est mort. Si je lui explique comme ça, c'est foutu. C'est sûr. Je l'ai perdu. C'est sûr. Donc il va falloir que je lui explique la mécanique. Et en vrai, sur le terrain, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et moi, c'est ça qui m'a manqué la première fois que j'ai rencontré l'Human Design. Oui, on m'a donné des infos, sauf que j'ai fermé le Zoom. J'étais toujours au bout du Rolls, toute grise, et je me dis, oh, mais je fais quoi, moi, maintenant? C'est ça. C'est toute la difficulté de ceux qui ont cette fibre, qui ont cet attrait, évidemment, et cette maîtrise du sujet, mais encore une fois, la théorie pour la théorie ne sert personne. C'est là la grande difficulté. Et ce qui est difficile, c'est que souvent, le Human Design va attirer des personnes qui, en plus, ont ce fond de vouloir contribuer. Bien sûr. Ont le fond de vouloir aider les gens.
Mais à rester dans trop de théorie, ça dessert nos clients. Ça ne les aide plus aujourd'hui. Je voudrais que vous me disiez encore une fois, qu'on revienne sur les 5, parce que c'est vraiment le truc qui parle le plus, les 5 types d'énergie, c'est le premier niveau. Simple. Est-ce qu'il y a des catégories socio-professionnelles par énergie? Absolument pas. On ne peut pas dire un manifesteur, et c'est plus des gens qui sont dans le domaine de... Non. Vous ne me ferez pas dire ça parce que, encore une fois, tout le monde peut être tout et n'importe quoi du moment que c'est de la bonne façon. Okay. Prenons le manifestor, mon fameux loup. Effectivement, grande indépendance, une énergie un peu par à-coup. Vous savez, c'est comme quand on apprend à conduire, on accélère, on cale. Donc, c'est un peu un serial démarreur, le manifestor. Il adore les nouveaux projets. Par contre, dès que ça commence à prendre une vitesse de croisière, ça le fait chier et il s'ennuie. Donc, imaginons un manifestor salarié. Effectivement, sur le papier, ça n'a pas l'air idéal. Il fait pas ce qu'il veut quand il veut, il peut pas gérer son énergie. Le but du design, encore une fois, dans la mesure du possible, ça n'est pas magique, c'est, fort de cette compréhension, comment je peux adapter mon travail pour que ça corresponde à mon fonctionnement. Par exemple, dans le milieu professionnel, même en étant salarié, il existe ce qu'on appelle le contrat cadre. Vous avez X heures à faire dans l'année et vous vous gérez tout seul comme un grand. Ou bien alors, encore une fois, le télétravail, ça peut être une très bonne solution. Donc, c'est pas une question de catégorie socio-professionnelle, ça serait enfermer les gens. C'est une question de, ok, si moi je suis manifestor, c'est une Ferrari. Ça fait beaucoup de bruit, ça se voit de loin, mais par contre, ça grille son plein en sortie de péage. Donc, sortie de ça, mais on les adore, les manifestors, c'est génial. Moi, j'adore, c'est action-réaction, le manifestor, c'est génial. Mais par contre, quand on sait qu'on est une Ferrari, va peut-être falloir arrêter de faire le Paris-Dakar. Il va falloir trouver, ok, comment j'adapte mon environnement à mon fonctionnement de Ferrari, plutôt que me prendre pour une 2 chevaux. Et j'en ai plein des images comme ça. Mais ça me parle tellement. Le Paris-Dakar ? Non. Non, mais c'est vrai. L'incompréhension dans le milieu professionnel. Non, mais complètement. Le fait de se sentir bridé. Un manifestor, à la seconde où vous lui mettez une dose de contrôle, il pète un câble. Donc, là encore, il suffit de le savoir. Vous avez un manifestor dans votre équipe, donnez-lui de l'autonomie. Donnez-lui un projet à gérer. Foutez-lui la paix, en fait. Lâchez-lui la bride, encadrez, mettez en place le système de, je ne sais pas, de compte-rendu, d'information, de briefing en toute liberté pour lui permettre de vivre sa vie de manifestor. A contrario, le projecteur, c'est le stratège par excellence. C'est le visionnaire, c'est l'architecte, c'est la Tesla. C'est plus malin que tout le monde, mais ça tient pas longtemps. Donc là-dessus, arrêtez de les mettre dans un opérationnel 8h-19h où il va cramer. Donnez-lui du télétravail pour qu'il puisse se gérer dans son énergie. Mettez-le sur plutôt de la gestion de projet, sur prise de hauteur, stratégie, consulting. C'est là où ils vont avoir leur zone de génie. Donc, on peut tout être. On dit souvent, malheureusement, quand je parlais d'un human design un peu archaïque, que le générateur, oui, c'est le bâtisseur. Mais on va vite avoir tendance à le mettre dans la case « petite main ». Je vous rassure, j'ai aucune envie d'être secrétaire. J'adore être chef d'entreprise. Mais par contre, en tant que générateur et en tant que bâtisseuse, par exemple, j'étais un des rares notaires à continuer à rédiger mes actes. Vous ne pouvez pas m'enlever l'opérationnel. J'adore ça. Donc, il suffit encore une fois d'adapter, non pas de se mettre dans une case, mais d'adapter la case à nous, pour une fois. Ça éviterait beaucoup de désillusions. Beaucoup de et situations. Beaucoup de burn-out, beaucoup d'épuisement professionnel. C'est... Encore une fois, que ce soit le human design ou un tout autre outil, moi j'avoue qu'aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être un peu plus mis au contact du développement personnel beaucoup plus tôt dans notre vie. Je ne vais même pas parler de la scolarité, c'est encore un autre débat. Mais ça permettrait vraiment de commencer par savoir comment je fonctionne, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est le succès pour moi. Et aujourd'hui, c'est ce que je transmets à mes clients. Avant même tout projet entrepreneurial, on met de côté, on va aller voir tu es qui, comment tu fonctionnes, t'es quoi comme voiture, t'es quoi comme moteur, et à partir de toi, on va aller développer le projet qui va te faire kiffer. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné qui vous a profondément marqué, de par évidemment les révélations du Human Design, il y avait un changement, une prise de conscience et donc un changement de vie? Ah, exceptionnel. À part vous, évidemment, parce que pour le coup... Je l'ai bien en tête. Elle s'appelle Laetitia. Et si elle voit cette émission, je l'embrasse très très fort. Laetitia, ça a été une de mes rencontres les plus marquantes parce que c'était au tout début de ma reconversion. Donc c'est comme les premières fois, on s'en souvient, parfois pas forcément très bien. Mais là, en l'occurrence, elle découvre le Human Design avec moi, je faisais encore des lectures. Donc c'est une super porte d'entrée pour ensuite un coaching plus long. Elle découvre l'outil,
Elle me dit oh, j'ai adoré la femme que tu as décrite et automatiquement elle m'a demandé ok comment je fais pour redevenir cette femme-là. Laetitia, elle était infirmière en soins palliatifs. On y revient. Elle a passé 17 ans de sa vie à tenir la main de personnes mourantes qui, là encore, ne faisaient que lui partager les regrets, les déceptions, les si j'avais osé, si j'avais su. Et de la reconnecter à son énergie de générateur qui est drivée par la joie, à suivre les signaux corporels qu'on appelle l'autorité pour prendre les décisions, elle a complètement changé de vie. Elle est aujourd'hui elle-même coach thérapeute et elle accompagne les gens justement à ne plus jamais avoir de regrets, à aller voir un peu les schémas, les blessures pour qu'ils puissent s'autoriser à vivre. Et aujourd'hui, elle fait des cercles de femmes, elle a fait le Human Design d'un PDG du CAC 40 alors qu'elle est dans un village de 600 habitants à 15 minutes de Lourdes. Bravo. On se forme avec vous. Oui. Et non seulement on se forme peut-être pour être aussi praticienne, je ne sais pas comment on appelle ça, praticienne au Human Design ou... Moi, en tout cas, je forme des coachs Human Design. Parce qu'encore une fois, au-delà de la lecture de l'outil, je veux qu'on aide les gens à aller l'intégrer dans leur quotidien. Combien de temps de formation ? La formation, elle est pensée sur 4 mois. Mais très honnêtement, c'est comme tout, pour arriver à être à l'aise, on va compter entre 8 mois et 1 an pour vraiment coacher intelligemment quelqu'un. Oui, parce que c'est un petit peu, je compare ça souvent, effectivement, dans une grille de lecture d'un thème astral ou éventuellement du tarot. Évidemment, les cartes sont là. Encore faut-il une bonne interprétation de ces cartes. Non seulement une bonne interprétation, mais encore une fois, comment on va aider la personne à y revenir ? Oui, bien sûr. C'est bien gentil de dire « Ah oui, vous êtes manifesteur, ah là là, Ferrari, super !» Et donc comment je fais ? Donc, c'est au-delà de la lecture de l'outil, et je trouve que c'est ce qui manque un petit peu, en tout cas, avec le Human Design, encore une fois, avec tous les autres outils. L'astro, ça doit être passionnant, j'aimerais beaucoup m'y former. La numéro, c'est pareil. On vous donne les faits. So what ? Comment je fais, moi, aujourd'hui ? Donc, c'est là où moi, je veux vraiment former des coachs Human Design, des praticiens qui vont avoir les outils pour permettre de détricoter ce qui a fait qu'on s'est adapté, ce qui a fait qu'on est conditionné à réagir d'une autre manière. Que ça soit pour former les thérapeutes, mais que ça soit aussi pour les entrepreneurs. La comparaison, elle est partout. Et lorsqu'on se lance dans un terrain aussi inconnu que l'entrepreneuriat, être freelance, être à son compte, on se rend compte que non seulement on s'est formé à son cœur de métier, le coaching, la prod, les caméramans, etc., mais qu'il y a une petite deuxième compétence qu'on avait oubliée, c'était l'entrepreneuriat. Bravo, parce que vous avez encore une fois, on sent d'abord que vous maîtrisez les choses et que c'est un outil que vous aimez. Profondément. Passionnément. Et ça s'entend, et ça se transpire, ça se capte. Et on sent aussi l'efficacité et la performance qu'il peut y avoir au travers du Human Design pour se connaître enfin. Complètement, oui. Voilà, et s'aimer enfin, se comprendre enfin, et aussi comprendre l'autre par définition. Exactement. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? J'aimerais que, encore une fois, qu'on transcende l'outil et que ça soit le Human Design, la numéro, l'énéagramme, on s'en fout. J'aimerais que toutes les personnes qui voient cette émission se disent « Si j'allais à la rencontre de moi-même, je trouve l'outil qui me parle, et si le Human Design ne parle pas, c'est pas grave, next, il y en aura un. Mais trouvez-en un et poncez-le. Parce que le succès ne peut pas être standardisé, il est forcément sur mesure. Et la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Donc posez-vous des questions. Vous vous en posez encore ? Oui. Oh bah là maintenant c'est fini, j'ai ouvert la boîte de Pandore, c'est foutu. Mais justement, ça me permet de réajuster à chaque fois. Et quelle est la plus grande question existentielle que vous vous posez encore ? Il y en a tant. Mais la question existentielle, c'est comment je peux aider encore plus de monde. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Générateur. Oui. Voilà, merci beaucoup, cher générateur. Non, c'était passionnant de vous entendre. Bravo pour cette pédagogie, bravo pour la manière dont vous expliquez les choses. Je trouve ça extrêmement clair, extrêmement fluide, extrêmement limpide. Et je pense que les gens qui vont regarder cette émission, ils seront sensibles. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. Bon retour à Montpellier. On peut vous consulter à distance, j'imagine. Enfin, toutes les formations se font à distance. Tout se fait à distance, en distanciel. Tout est sur mon site internet, sonofmind.fr. Bon, et comment s'appelle, quel est le prénom du manifesteur ?
Ah, non. Ça, je vais pas le donner, celui-ci. Non, je lui souhaite une très belle vie, mais loin de moi. Non, mais... Ah, non, le projecteur, mon chéri. Ah, c'est un projecteur. C'est un projecteur. Ah, c'est un projecteur. Il s'appelle Jordan. Bon, Jordan, projecteur, YouTube, voilà. Voilà. C'est un projecteur. Elle a été donc éblouie. Donnez-lui du succès, donnez-lui de la visibilité. Merci Vanessa. Merci infiniment. Merci infiniment. Vous allez commenter comme toujours avec bienveillance. C'était une belle émission. Vous faites un petit like parce que c'est important. On va vous lire, commentaires, et on proposera évidemment d'autres émissions. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un prochain rendez-vous rencontre. Salut à tous.